Le sable sous les sabots des cavaliers était brûlant, comme la flamme d'une forge. Des rumeurs couraient le long des frontières de l'Empire. Les tribus se préparaient à l'attaque. Mais avant même que le premier ennemi ne lève son épée, Rome savait déjà où et quand cela se produirait. Comment? D'où les légats apprenaient-ils les itinéraires de l'ennemi, le nombre de leurs guerriers, et même l'emplacement de leur camp? Qui leur murmurait ces secrets? Et le plus important, où disparaissaient ceux qui transmettaient de telles informations? La réponse est cachée dans un système dont le réseau s'étendait des marais du nord de la Britannie aux sables de Syrie. Mais on ne peut la comprendre qu'en examinant comment fonctionnait la plus ancienne forme de renseignement du monde. Là où les épées s'entrechoquaient, la victoire ne dépendait pas de la force, mais de la connaissance. L'historien Tacite écrivait que les meilleurs généraux de l'Empire l'emportaient non pas grâce au nombre de légions, mais parce qu'ils connaissaient l'ennemi avant que celui-ci ne les connaisse. Ainsi naquit l'ombre qui accompagnait chaque légion, un réseau d'observateurs invisibles, que l'on appellerait aujourd'hui un service de renseignement. Les Romains appelaient ces hommes des speculatores, des éclaireurs et des espions, qui se mêlaient aux marchands, aux esclaves, aux acteurs. Leur tâche était simple, voir et rapporter. Mais derrière cette simplicité se cachait l'enfer. Les ennemis leur arrachaient les yeux s'ils suspectaient une tromperie. C'est pourquoi les speculatores travaillaient souvent par paires. L'un parlait, l'autre observait. Imaginez, non pas en tant que spectateur, mais en tant que personne à leur place. La nuit, la steppe, le Rhin derrière vous. Vous entendez un chien aboyer dans le camp ennemi. Un seul faux pas, et vous serez pendu par les pieds aux portes. Et à l'aube, votre commandant recevra déjà une carte avec les tracés de route qu'il n'avait jamais vus. C'est ainsi que se créait la magie tactique de Rome. Non pas par la magie, mais par l'information. Ces hommes opéraient sous le couvert des légions, mais n'en faisaient pas partie. Ils étaient les yeux de l'Empire. Et quand le légat prenait une décision d'offensive, il ne se basait pas seulement sur les rapports des tribuns, mais aussi sur les renseignements secrets des speculatores. Des découvertes archéologiques dans le nord de la Britannie confirment l'existence de postes d'observation cachés, de petites fortifications avec des entrées secrètes conçues pour 2 ou 3 personnes. Leur feu de signalisation pouvait alerter une armée entière en quelques minutes. Rome n'a pas seulement créé un service de renseignement, mais un système de surveillance du monde. C'est ici qu'apparaît pour la première fois dans l'histoire l'idée d'agent secret de l'État. Et ce n'est que le début. Bientôt, l'Empire apprendra à utiliser des espions non seulement en temps de guerre, mais aussi en politique, parmi les ennemis et les alliés. Car Rome avait compris, l'information c'est le pouvoir, et le pouvoir exige l'ombre. Et quand l'Empire s'étendait, son réseau d'ombre grandissait avec lui. Des bazars orientaux au col alpin, où même le vent semblait être le murmure d'oreilles invisibles. Au cœur même de la Légion, parmi les étendards et les tambours, se cachait une force dont les simples soldats ne connaissaient l'existence que par des rumeurs. Ces hommes ne portaient pas d'armure lourde et ne criaient pas au combat. Ils disparaissaient avant l'aube et revenaient quand tous les croyaient déjà morts. On les appelait les frumentarii, littéralement les céréaliers. Mais leur véritable tâche n'avait qu'un rapport symbolique avec le grain. Ils nourrissaient l'Empire, non pas de pain, mais d'informations. Initialement, ils étaient utilisés pour la livraison de messages et la perception des impôts, comme l'écrivait l'historien Frontin. Mais plus les frontières s'étendaient, plus le centre avait besoin d'informations. Et c'est alors que les frumentarii se transformèrent en agents secrets, les premiers espions bureaucratiques de Rome. Ils voyageaient sous l'apparence de marchands ou de percepteurs d'impôts, mais en réalité, ils enregistraient les mouvements de troupes suspects, les rumeurs de conspiration, les prix des céréales, car c'est précisément par eux qu'on pouvait comprendre où une révolte se préparait. Les Romains créèrent un terme spécial pour de telles missions cachées, le cursus publicus, le système de messagerie d'État. Grâce à elle, les frumentarii pouvaient parcourir des milliers de kilomètres, changeant de chevaux dans les stations et livrant leurs rapports plus vite que la lumière d'une bougie ne s'éteignait. C'était le prototype d'une infrastructure de renseignement, avec des entrepôts secrets, des refuges et de fausses auberges. Les contemporains disaient « Voyage en paix si tu n'as pas rencontré de frumentarius, sinon mieux vaut te taire ». Imagine maintenant le brouhaha d'une taverne quelque part à Antioche, l'odeur du vin, les conversations des marchands, et parmi eux, un homme qui se contente d'écouter. Il boit peu, mais retient chaque nom, chaque accent. Le lendemain, un rouleau est envoyé à Rome avec une courte phrase « Dans la garnison syrienne, de l'agitation ». C'est ainsi, à partir de minuscules indices, que se construisait la carte des menaces pour tout l'Empire. Les frumentarii n'obéissaient pas au chef militaire, mais personnellement à l'empereur. Sous Trajan,
Leur quartier général fut installé sur la colline de l'Esquilin, dans les casernes de la Castra Peregrina. C'est là qu'étaient conservés les rapports secrets et les listes d'agents, dont seuls quelques-uns avaient connaissance. Certains historiens estiment que la Castra Peregrina devint le prototype des futurs sièges de services de renseignement, où se croisaient les rapports militaires et les intrigues politiques. Cependant, le pouvoir de ces hommes grandissait plus vite que le système lui-même ne pouvait le supporter. Les sénateurs et les proconsuls les craignaient. Les frumentarii pouvaient apparaître chez n'importe quel fonctionnaire en posant une seule question. Au nom de l'empereur. Plutarque écrivait que la peur qu'ils inspiraient était plus grande que celle de l'épée d'un prétorien. Ils recueillaient non seulement des renseignements militaires, mais aussi des dénonciations, des secrets personnels, et même des conversations tenues à des tables de banquet. Les détails sensoriels de cette époque en disent plus que les rapports. Dans des lettres d'Égypte, les archéologues ont trouvé des plaintes concernant des personnes inconnues qui écoutent dans les tavernes et disparaissent avant l'aube. Parfois, leur corps était retrouvé plus tard, sans trace de lutte, mais avec les langues coupées. Peut-être s'agissait-il de punitions pour trahison, peut-être d'un moyen de dissimuler leur véritable identité. Et pourtant, leur travail sauvait des armées et des villes. Quand la révolte juive éclata en l'an 115, ce sont les rapports des frumentarii qui permirent à l'empereur Trajan de déployer les légions à l'avance et d'éviter une catastrophe. Mais avec les succès vint l'ombre. L'Empire utilisait de plus en plus ses espions contre ses propres citoyens. Rome apprenait non seulement à se défendre, mais aussi à surveiller. Ainsi, le renseignement d'une nécessité militaire se transforma en un instrument de contrôle. L'empereur recevait les informations plus vite que le Sénat, et cela brisait les anciennes traditions. Les frumentarii devinrent les yeux de la tyrannie, une police secrète devant laquelle la noblesse tremblait. Leur pouvoir, comme un poison, pénétrait toutes les sphères de la vie, jusqu'à ce que le système lui-même commence à s'effondrer sous le poids de ses propres secrets. Quand les sujets commencèrent à les haïr plus que leurs ennemis, Rome fut contrainte de réformer son nombre. Sous Dioclétien, à la fin du IIIe siècle, les frumentarii furent officiellement dissous. De nouveaux agents prirent leur place, les agentes in rebus, ceux qui agissent dans les affaires. Plus discrets, mieux entraînés et encore plus dangereux. Ils devinrent le visage d'une nouvelle ère du renseignement, une ère où l'information décidait du destin des empereurs. Et maintenant, alors que la vieille Rome sombrait dans ses intrigues, entraient en scène ceux qui possédaient l'arme la plus meurtrière de l'Antiquité, la connaissance de chaque personne respirant dans l'Empire. À l'aube d'un nouveau siècle, l'Empire changea d'apparence, et son nombre changea avec lui. Là où agissaient autrefois les bruyants frumentarii, une nouvelle race d'hommes silencieux et invisibles fit son apparition. On les appelait les agentes in rebus, ceux qui agissent dans les affaires. Mais ceux qui les rencontraient les appelaient plus simplement les hommes sans visage. Ils pouvaient être n'importe où, dans les bains, sur les forums, dans les caravanes. Personne ne savait qui ils étaient avant qu'il ne soit trop tard. Si les frumentarii étaient des espions en uniforme, les agentes in rebus se transformèrent en le prototype des services de renseignement modernes. Ils obéissaient au magister officiorum, le plus haut fonctionnaire de la chancellerie impériale qui détenait le pouvoir sur la poste, les communications et la sécurité intérieure. Dioclétien en fit une structure rappelant un système nerveux. Chaque province avait son agent, chaque route son point de communication. Ils étaient les yeux et les oreilles, non pas de l'armée, mais de l'État lui-même. L'image sensorielle de cette époque est une ville dans le brouillard. Des pas résonnent dans les rues, mais on ne voit pas qui marche. N'importe quelle phrase peut devenir une dénonciation, n'importe quelle lettre une preuve. Un agent dans les affaires pouvait être celui qui apportait l'eau ou celui qui écrivait la chronique. Les rapports de l'historien Ammien Marcellin mentionnent que les agents contrôlaient même la correspondance des officiers. Ils étaient formés à observer, à se taire et à disparaître subitement. Un terme particulier qui naît à cette époque est le cursus secretus, la route secrète. C'était un réseau de routes cachées et de stations postales par lesquelles les agents transmettaient leurs rapports. Le long des routes se trouvaient des postes secrets avec des chevaux, des provisions et même des vêtements de différentes nations, afin que l'agent puisse changer de visage, comme un serpent mu. Selon les archéologues, des tavernes ont été découvertes dans certaines parties des Balkans, où des cachettes pour des parchemins chiffrés sont dissimulés dans les murs. Ce sont précisément ces objets que décrivait Lactance. Les Romains créèrent pour la première fois un système où l'information circulait plus vite que l'armée.
Quand une révolte éclatait sur le Danube, Constantinople en était informé quelques jours plus tard. C'était un miracle de logistique et de contrôle. Mais à chaque miracle de Rome se cachait un prix. Les Agantes in rebus devinrent un instrument de peur. Leur dénonciation pouvait renverser n'importe quel chef militaire. Et c'était souvent eux qui décidaient qui vivrait et qui disparaîtrait dans les profondeurs des cachots. Plutarque écrivait qu'à Rome, on ne croyait plus même aux murs. Les citoyens ordinaires chuchotaient leurs conversations derrière des portes closes, et les fonctionnaires détruisaient les lettres après lecture. Un seul regard mal interprété pouvait coûter une carrière. Et pourtant, pour l'Empire, ces hommes étaient nécessaires. Ils maintenaient ensemble un système gigantesque, où des milliers de villes et des millions de sujets étaient connectés par un réseau de pouvoir unique. Pour comprendre l'ampleur, il faut savoir. Selon les estimations des historiens modernes, sous Constantin le Grand, le nombre d'agents atteignait plusieurs milliers. Ils avaient des rangs, des cursores, qui livraient les rapports aux comites, responsables du renseignement dans des provinces entières. Chaque agent devait connaître les chiffres, les codes et les méthodes de transmission des signaux, des flashs lumineux sur les tours aux marques secrètes sur les colonnes. Et tout cela s'accompagnait d'une atmosphère de terreur froide. Les légionnaires chuchotaient sur les disparitions de commandants. Les sénateurs écrivaient des discours en regardant les portes. Même les évêques avouaient « Nous prions Dieu, mais nous craignons les agents ». Dans ce système, la peur était devenue une partie de l'ordre. Et pourtant, paradoxalement, c'est précisément la peur qui sauva l'Empire. Elle le préserva de la désintégration interne, tandis que les barbares faisaient rage aux frontières. Les rapports d'Amiens mentionnent un cas où des agentes in rebus empêchèrent la mutinerie d'une légion entière en Thrace, en interceptant des lettres entre officiers. Cet épisode devint un exemple de la façon dont l'information pouvait arrêter une guerre sans qu'une seule épée ne soit tirée. Mais pour de tels succès, l'Empire payait le prix de perdre son âme. Dans les ruines de la Rome tardive, les archéologues trouvent des tablettes de bronze avec des symboles codés, probablement des marques d'agents. Elles rappellent que, lorsque tout s'effondrait, Rome savait déjà. Ce n'est pas le plus fort qui survit, mais celui qui en sait le plus. Et cette connaissance, précise, impassible, impitoyable, devint la dernière arme de l'Empire, avant que la fumée d'un nouveau monde barbare ne s'élève au-dessus de ses frontières. À la fin du IVe siècle, les ombres de Rome s'étiraient jusqu'aux confins de l'Europe. L'Empire respirait difficilement, comme un vieux guerrier après une longue marche. Les barbares approchaient des frontières, et chaque jour pouvait être le dernier. Mais même alors, quand les villes brûlaient, le renseignement continuait à fonctionner. Il n'était plus seulement un bouclier, mais le dernier nerf de l'Empire. Si auparavant les agentes in rebus veillaient à l'ordre, ils recherchaient désormais la trahison, partout où elle n'existait pas encore. Les chroniques d'Amiens nous apprennent que sous Valentinien et Théodose, les agents recueillaient des informations non seulement sur les ennemis, mais aussi sur leurs propres généraux. Rome perdait confiance en elle-même. Et pourtant, c'est précisément cette méfiance qui empêchait le système de s'effondrer complètement. Car chaque fuite d'informations pouvait entraîner la chute d'une province entière. Un agent qui dénonçait pouvait sauver une légion. Un agent silencieux, détruire une armée. À cette époque, sur les frontières nord du Limes rhénan, opéraient les exploratores, les éclaireurs de terrain des légions. Contrairement aux agents de l'empereur, ces hommes vivaient aux côtés des soldats et partageaient leur pain. Mais leur mission était bien plus dangereuse. Ils traversaient les lignes ennemies, observaient les mouvements des Goths, des Francs, des Alamans, transmettaient des informations sur les itinéraires et les brèches dans les fortifications. On leur apprenait à reconnaître les signes tribaux et à interroger un prisonnier de manière à ce qu'il ne comprenne pas qu'il avait déjà été trahi. Les exploratores sont les yeux sur le champ de bataille. Leur travail commençait avant même que les étendards ne soient levés. Ils se cachaient dans les buissons, surveillaient la fumée à l'horizon, comptaient le nombre de feux de camp dans les camps barbares. L'un des termes qui apparut à cette époque fut les stationes, des postes d'observation temporaire, des postes cachés, qui servaient de prototype aux avant-postes militaires. Les archéologues ont trouvé des vestiges de tels postes près du Limes Germanicus, de minuscules forts avec d'étroites fenêtres d'observation, d'où l'on ne voyait que la cime des arbres. Mais même dans de telles conditions, la discipline restait de fer. Un explorateur n'avait pas le droit de revenir sans information. Dans l'armée romaine, l'échec d'un éclaireur n'était pas considéré comme une erreur, mais comme une honte. L'un des papyrus trouvés en Égypte contient la mention « n'est pas revenu » et donc mort en soldat. Cette logique rigoureuse éduqua une génération de héros invisibles dont les noms ne furent pas conservés dans les chroniques,
mais grâce à qui les légions savaient toujours où et quand frapper. Les rapports militaires de la fin du IVe siècle montrent que le renseignement était intégré à la structure de commandement. Les centurions recevaient des parchemins avec des notes sur la météo, les mouvements de l'ennemi, l'état des routes. Rome devint dépendante de l'information, comme un corps du sang. Même avec la réduction des légions, les services de renseignement continuaient de croître. C'était la dernière partie rationnelle de l'Empire, précise, froide, presque mathématique. Mais avec cela, la paranoïa s'intensifiait également. Les empereurs se méfiaient de tous. Après la mort de Valence à Andrinople en 378, des purges massives commencèrent dans l'armée. On cherchait des traîtres qui avaient indiqué aux Gaules le chemin de l'embuscade. Les historiens débattent encore de l'existence d'une fuite, ou s'il s'agissait de chaos. Cependant, c'est à partir de ce moment que le renseignement devint non seulement une protection, mais aussi une arme politique. Désormais, les espions ne capturaient plus des ennemis, mais des coupables commodes. Et pourtant, aux frontières continuait de vivre une autre ombre, honnête, le renseignement militaire. Les exploratores utilisaient des tours de signalisation avec des miroirs et de la fumée, transmettant des nouvelles sur des dizaines de kilomètres. Les calculs modernes montrent, par beau temps, un message pouvait voyager de la Moselle au Rhin en une seule journée. C'était l'optique de la Rome antique, une technologie en avance sur son temps. L'historien Goldsworthy écrit que le renseignement romain à la fin de la période devint un mélange de génie militaire et de peur politique. Sur chaque tronçon du limès se tenaient des hommes qui connaissaient l'ennemi de visage. Et pourtant, la connaissance ne sauva pas l'Empire. Elle prolongea sa vie, mais ne lui donna pas l'immortalité. Quand les Visigoths d'Alaric entrèrent en Italie au début du Ve siècle, les agents le savaient déjà à l'avance. Mais personne ne crut leur rapport. Et pourtant, ces dernières années sont le sommet du renseignement romain. Même quand les légions battaient en retraite, les agents continuaient de chuchoter dans l'ombre. Qui parlait à qui? Où les détachements s'étaient déplacés? Quelle ville tenait encore? À cette époque, le renseignement devint la dernière prouesse de l'Empire, sa volonté résiduelle de contrôler le chaos. Et tandis que les murs s'effondraient, tandis que les épées des barbares résonnaient dans les rues romaines, quelque part au loin, sur les frontières brûlées, un explorateur observait toujours l'horizon. Silencieusement, précisément, sans peur. Il savait déjà que l'Empire tomberait. Mais le devoir de l'éclaireur n'est pas de sauver, mais de savoir. Et même lorsque Rome fut réduite en cendres, ses ombres continuaient de regarder en avant. Quand l'Empire commença à se fissurer, son renseignement, tel un nerf, continuait à transmettre des signaux même des parties mortes du corps. Sur les ruines des provinces occidentales, vivaient encore ceux qui connaissaient les chiffres et savaient lire les traces de l'ennemi. Il ne servait plus l'empereur. Il n'était plus. Mais l'habitude de regarder et d'écouter demeurait. Ces hommes devinrent un os invisible qui reliait le passé de Rome à l'avenir de l'Europe. Après le sac de Rome par Alaric en 410, alors que les flammes se reflétaient sur le marbre des temples, ce furent les anciens agente in rebus qui sauvèrent les archives et les cartes des routes impériales. Ils emportèrent les rouleaux des itinéraires du Cursus Secretus, comme s'ils sauvaient le cœur d'un organisme mort. Grâce à ces documents, les rois barbares ultérieurs, ostrogoths, francs, vandales, purent gérer des territoires qui autrefois obéissaient à Rome. L'historien Sayers écrivait « Même dans ces ruines, l'Empire restait un maître du contrôle. » C'est alors qu'apparut une nouvelle figure, l'intermédiaire entre le renseignement mourant et le nouveau pouvoir. On l'appelait notarius, scribe, mais il était en réalité un agent d'information. Il enregistrait qui payait qui était fidèle à qui fuyait et qui espionnait. Ces hommes des chancelleries de Dioclétien et de Théodose devinrent les architectes des futurs systèmes de renseignement des États médiévaux. Leur capacité à recueillir des informations et à garder le secret devint la base de ce que l'on appellerait plus tard dans les monastères l'ars secreta, l'art des secrets. La partie orientale de l'Empire, Byzance, hérita de cette ombre et la perfectionna. Ici, le renseignement se transforma en un mécanisme froid et impeccable. Sous l'empereur Justinien, milieu du VIe siècle, existait tout un réseau d'agens peregrinus, agents voyageurs, envoyés en Orient, dans les terres des Perses. Ils rapportaient des informations sur les troupes sassanides, sur les nouvelles fortifications sur le Tigre et sur les routes des caravanes. Parfois, ils devaient vivre sous un faux nom pendant des années. Justinien comprenait, la connaissance n'est pas seulement une protection, mais aussi une diplomatie. Ces espions participaient à des négociations secrètes, corrompaient des marchands, rédigeaient de fausses lettres pour semer la discorde entre les barbares. L'un des termes de l'époque,
Apostolos désignait non seulement un messager, mais aussi un éclaireur en mission. Ces hommes ne se contentaient pas de recueillir des informations, ils les créaient, réécrivant la réalité dans l'intérêt de l'empereur. L'image de l'époque, le silence derrière les murs de marbre de Constantinople. Dans les couloirs du Grand Palais, le chuchotement était plus apprécié que le cri. Ici, les agents vivaient comme des moines, sans famille, sans nom, sans espoir de gloire. Leur travail consistait à observer, mais pas seulement l'ennemi. Ils surveillaient les patriciens, les comtes, même les membres de la famille impériale. L'Empire survécut parce qu'il apprit à se regarder de l'intérieur. À cette époque, le renseignement acquit une nouvelle dimension, diplomatique. Les ambassades devinrent un paravent pour la collecte d'informations. Les émissaires byzantins en Orient étudiaient non seulement les itinéraires militaires, mais aussi les technologies, les méthodes de fusion des métaux, les conceptions des machines de siège, même les formes des casques de l'ennemi. Les contemporains appelaient cela le renseignement du savoir. C'est ainsi que de l'ombre militaire émergea le prototype du futur renseignement scientifique. Mais la tâche principale restait la survie. Au nord, les Slaves avançaient. À l'est, les Perses. Et à l'intérieur de Constantinople, un réseau de traîtres grandissait. Pour maintenir le pouvoir, les empereurs créèrent le prototype d'une police secrète, les Boukhelarii, des gardes du corps personnel qui pouvaient espionner les généraux. C'étaient des soldats, mais avec une fonction d'enquêteur. Leurs lettres étaient interceptées, leurs conversations enregistrées. La peur devint une nouvelle forme de loyauté. L'historien Procope écrivait que l'empereur désirait savoir non seulement qui agissait, mais aussi qui se taisait. Ces mots décrivent précisément l'essence du renseignement byzantin. Il cessa d'être une simple collecte de données pour devenir une arme psychologique. Il créa une atmosphère dans laquelle chaque citoyen sentait un regard derrière son dos. Néanmoins, c'est cette surveillance constante qui permit à Byzance de survivre pendant des siècles. Quand le monde occidental sombra dans le chaos, ici fonctionnait encore un réseau de routes, de stations secrètes et d'agents. Il prévenait des mouvements des nomades, des plans des guildes marchandes, de l'or qui coulait à travers les déserts. Byzance hérita non pas de l'armée de Rome, mais de son art de savoir. Savoir plus que l'ennemi, plus que le peuple, plus que l'histoire elle-même. Ainsi le renseignement, qui commença par les pas silencieux des speculatores, se transforma en une philosophie du pouvoir à part entière. Il ne se contentait plus de protéger l'Empire, il en devint le cœur, son système circulatoire. Et bien que la vieille Rome ait disparu, ses ombres ne se sont pas évanouies. Elles n'ont fait que changer de langue et de forme, et se préparaient à faire leur dernier, majestueux pas. Un pas vers un avenir où l'information deviendrait une nouvelle forme de domination. Quand le dernier flambeau de Rome s'éteignit, son renseignement ne mourut pas. Elle se dissipa, comme la fumée qui s'élève au-dessus des braises, jusqu'à ce que le vent l'emporte vers de nouvelles rives. Les ombres, éduquées par la discipline des légions et le calcul froid des empereurs, s'en allèrent dans les monastères, dans les cours des rois barbares, dans les caravanes de l'Orient. Elles ne se nommaient plus agents, mais le souvenir de leur art vivait dans chaque lettre portant un signe secret, dans chaque regard qui s'attardait trop longtemps sur un visage inconnu. Et pourtant, c'est Rome qui donna au monde la compréhension essentielle. La force n'est pas dans les épées, mais dans les informations. Lorsque les Ostrogoths construisirent leur royaume, ils n'adoptèrent pas seulement les routes, mais aussi le système de surveillance. Dans le royaume ostrogoth de Théodoric existaient des tabularii, des scribes qui recueillaient les rapports des marchands et des guerriers. C'étaient les mêmes anciens agentes in rebus, simplement sous une nouvelle enveloppe. Et plus tard, Charlemagne créera son réseau de missi dominici, des envoyés royaux, et chacun d'eux remplira des fonctions inventées jadis à la castra peregrina. L'ombre romaine avait simplement changé de maître. Les archéologues trouvent sur les ruines d'anciens forts des plaques de bronze avec les lettres SPQR gravées à côté de symboles d'époques ultérieures. C'est comme la trace de la signature du renseignement, le dernier souffle de l'Empire, disant « Nous voyons toujours ». Même des siècles plus tard, les gens continuaient à vivre sous le regard qui avait pris naissance à Rome. Cette ombre changea le monde. Des scribes secrets de la curie papale aux premiers espions de Gênes et Venise, des éclaireurs musulmans du califat aux agents secrets de Byzance. Tous utilisèrent les principes élaborés par les Romains. Observer sans intervenir, parler peu, mais transmettre avec précision. Craindre, et donc survivre. Dans la tactique de l'empereur byzantin Léon VI, il est explicitement dit « Il vaut mieux perdre une légion qu'un maudit à la mauvaise personne ».
Cette phrase est le dernier écho de la discipline romaine du renseignement. Le tableau sensoriel de la fin, une soirée sur le forum désert. Le marbre est craqué, l'air de pousse entre les colonnes. Mais si l'on écoute attentivement, il semble qu'une vie batte encore quelque part sous terre, un pouls faible, mais non éteint. C'est cela le renseignement, la mémoire de l'Empire, son pouls qui continue de battre à travers les siècles. Dans cet héritage caché, il y a plus que la simple histoire des guerres. C'est l'histoire du regard humain. À chaque siècle, dans chaque État, quelqu'un assume le rôle de l'ombre, celui qui sait mais ne parle pas. À Rome, c'était une question de survie, à l'avenir, une question de pouvoir. Et des spéculatores aux analystes du renseignement moderne, le renseignement a conservé une seule essence, la connaissance, acquise dans le silence, décide des destins qui résonnent dans le bruit. Les Romains croyaient que tout secret ne se révélait que lorsque quelqu'un manquait à son devoir de silence. Mais leurs agents y manquaient rarement. Ils disparaissaient sans laisser de traces, ne laissant derrière eux que le résultat. Un avertissement, une victoire, une ville préservée. Ainsi, des hommes invisibles sauvèrent ce que les armées n'auraient pu défendre. Et c'est précisément là que réside le paradoxe de l'Empire. Il s'effondra sous les coups extérieurs, mais survécut spirituellement à tous ses ennemis. Les barbares incendièrent ses temples, mais adoptèrent son système de pouvoir, de route et d'observation. Même le renseignement moderne, où les satellites ont remplacé les tours et les chiffres, les tablettes de cire répètent toujours la formule romaine, voire c'est régner. Les historiens débattent de la date de la fin de Rome, en 476, lorsque le dernier empereur fut renversé, ou bien beaucoup plus tard, lorsque ses habitudes de penser et de planifier disparurent. Mais peut-être, Rome ne mourut pas du tout. Il changea simplement de forme. D'une ville, il se transforma en un réseau. Car tout ce que ces espions créèrent, l'idée du contrôle par le savoir, vit encore aujourd'hui. Et maintenant, connaissant cette histoire, on peut se poser la question, si Rome survécut non par l'épée, mais par l'ombre, ne sommes-nous pas en train de répéter son chemin? Quand chaque pas est enregistré, chaque mot est consigné, et chaque pensée devient une donnée, ne sommes-nous pas devenus nous-mêmes les héritiers de ceux qui observaient jadis derrière les murs du Limès?